de la forme de ces sentiments. En particulier, je veux commencer à les comprendre comme des sentiments que pourrait avoir un être évolué hautement social. Mais pourquoi vouloir un tel tableau? Bien sûr, je suis curieux de la nature morale de l'homme, mais comme toujours, les choses que je vais dire seront des conjectures. Mon objet principal est philosophique. Il s'agit d'une expérience pour associer une conception naturaliste de l'humanité à la recherche morale. Ma question est hypothétique. Si notre nature morale est telle que je le conjecture, quelle influence cela pourrait-il avoir sur les questions de juste et d'injuste? Les considérations évolutionnistes permettent de contrôler des hypothèses psychologiques, contrôle qui bien entendu n'est pas infaillible, puisque nous comprenons mal notre propre évolution. Mais même des contrôles qui ne sont pas fiables peuvent être utiles si l'on se défie d'eux convenablement. Il est aisé de rater des modèles dans ce que nous pensons et nous éprouvons, et voir si une conception de nous-mêmes s'ajuste à une autre peut nous aider à trouver les meilleures veines à prospecter. Essayons d'ajuster ensemble la théorie évolutionniste et une explication de l'expérience courante et peut-être développerons-nous de meilleures cartes de ces deux régions. Nous parlons de morale et nous y réfléchissons, non pas en ayant là à l'esprit un objectif pur et unique, mais en étant pris par une foule de préoccupations qui se superposent. Un tableau naturaliste de l'humanité suggère une raison pour laquelle peut-être il en va ainsi, et notre problème normatif est alors de nous tirer de ces tiraillements opposés. De plus, certains de nos plus forts sentiments moraux ne comportent pas de directives claires, même si l'on les prend un par un. Il est nécessaire de les compléter. L'équité nous pousse dans un sens ou dans un autre, selon ce que nous estimons équitable. Ce que le respect nous presse de faire dépend de ce qu'à notre sens exige le respect. Un tableau naturaliste explique pourquoi il se pourrait que nous ayons sur ces questions des opinions fermes et aussi pourquoi ces opinions pourraient différer. En tant que personne engagée dans une recherche morale, il nous faudra alors demander ce qui pourrait faire qu'une de ces opinions soit meilleure qu'une autre. La bienveillance. Une des raisons pour lesquelles nous nous soucions de morale est que nous nous soucions des autres. Nous voulons que leur vie se passe bien. La bienveillance est parfois en lutte avec la haine ou la rancœur, avec l'envie ou la jalousie, avec l'indifférence ou la rivalité. Pourtant, il arrive que la bienveillance envers autrui l'emporte haut la main. Diverses traditions fondent la morale sur la bienveillance devenue universelle. Selon une formulation, la morale nous a conquis quand nous aimons notre prochain comme nous-mêmes. Cette conception de la morale est l'objet d'une large adhésion, mais elle est aussi soumise à une large contestation. Nous vivons au jour le jour en étant plus ou moins attachés à la morale, mais sans déborder probablement de bienveillance pour tous. Par moments, le sort d'un autre suscite de la sympathie, s'il est représenté de façon frappante, mais les représentations frappantes peuvent évoquer aussi d'autres réactions, par exemple de la haine, car les choses représentées sont haïssables. La bienveillance de tous les jours a ses conditions. Même dans ce cas, une bienveillance particulière est inconditionnelle, explique-t-elle la force de la morale. On prêche la bienveillance et on ne la tient pas pour acquise une fois pour toutes. On nous adjure de l'adopter en l'associant à d'autres préoccupations et à d'autres motivations. Nous nous disons les uns aux autres, estimez, soyez bienveillants. Et si cela nous incite à la bienveillance, le premier aiguillon a été l'estime et non la bienveillance. Reste que la bienveillance est importante pour nous. Et ce ne devrait pas être une surprise. Une personne veut de la bienveillance de la part des autres, et elle la trouve souvent. La difficulté est de savoir pourquoi on peut trouver de la bienveillance. Pourquoi un être évolué pourrait-il vouloir du bien aux autres? Après tout, l'être donnera l'impression d'avoir été créé pour reproduire ses propres gènes, tandis que la bienveillance tente à améliorer la reproduction des autres. Pourquoi cela pourrait-il séduire un produit de la sélection naturelle? Ou bien la bienveillance humaine est-elle après tout une illusion? La théorie darwinienne suggère que ce n'est pas obligé, tant que nous ne la prenons pas plus qu'elle n'est. La bienveillance sera souvent la meilleure stratégie de reproduction, et ainsi l'évolution fait bien de nous incliner à la bienveillance sous certaines conditions. Nous faisons bien d'être bienveillants, tant que la bienveillance est payée de retour, tout comme son absence. Une explication évolutionniste plus connue de l'altruisme humain invoque la sélection par souche, ou la maximisation de l'adaptation inclusive. Si un organisme agit d'une façon qui améliore les perspectives de reproduction de sa souche, il avance par là la reproduction des gènes qu'il a en commun avec ses parents de souche. C'est pourquoi les gènes qui favorisent de tels actes tendent à se multiplier dans les générations suivantes. Hamilton, 1964, Wilson, 1975 et 78, et Dawkins, 1976. Dans cette étude, je ne me sers pas de la sélection par souche parce que je doute qu'elle explique grand-chose à la bienveillance courante de l'homme pour ceux qui ne sont pas des parents de souche. Certes, la logique de l'évolution dans sa simplicité permet une telle hypothèse.
Il se pourrait que les mécanismes psychiques qui ont fait que nos ancêtres ont promu les perspectives reproductrices des parents de souche soient déclenchés chez nous par ceux qui ne sont pas des parents de souche. Par exemple, si nos ancêtres qui pratiquaient la chasse et la cueillette n'avaient d'association intime qu'avec leurs parents de souche, alors les sentiments de bienveillance déclenchés par une association intime auraient été dirigés vers leurs parents de souche, entièrement ou pour la plus grande partie. Ces mêmes sentiments seraient à présent déclenchés en nous par une association intime avec des personnes qui ne sont pas de notre souche. Mais divers indices suggèrent que nos ancêtres, chasseurs-cueilleurs, ont dû s'associer avec des gens qui n'étaient pas des parents de souche, associés de manière étendue et d'une façon au moins aussi intime que nous. Les chasseurs-cueilleurs d'aujourd'hui campent de manière temporaire, en petits groupes, avec environ 20 adultes. Les groupes se divisent constamment en groupes petits et se reforment de nouvelles manières, selon les paramètres tels que la saison et les tensions sociales. En résultat, le lien de parenté à l'intérieur d'un camp n'est pas toujours étroit, et pourtant dans le camp, les gens se partagent les aliments et coopèrent de manière étendue. On cultive les relations entre les camps, peut-être comme une espèce d'assurance. Les liens de parenté sont importants, mais il n'est pas obligé qu'il s'agisse de liens de parenté de souche. Je suggère que la parenté éloignée n'est pas importante essentiellement à cause de la faible puissance de la sélection par souche, mais parce qu'elle organise de forts liens de réciprocité. Gulliver 1973 contient sur ce point de bonnes suggestions. Si aujourd'hui ceux qui ne sont pas des parents de souche déclenchent chez nous des mécanismes psychiques qui déclenchaient des parents éloignés chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, alors les pressions de la sélection qui ont façonné ces mécanismes ont dû être provoquées par les avantages de la réciprocité. Ce qui paie, est-ce donc une bienveillance inconditionnelle ou que l'on garde un œil sur la réciprocité? Parfois l'un sera aussi efficace que l'autre et la simple bienveillance peut être bon marché et fiable. Il se peut qu'une personne fasse bien d'agir sans idée de récompense, tant que ce sont les bonnes invitations qui la mettent dans cet état d'esprit bienveillant. Les bonnes invitations seront celles qui tendent à surgir quand la bienveillance amènerait des profits en retour, alors que l'égoïsme n'en amènerait pas. Ce serait de fait surprenant que nous trouvions chez les êtres humains de bonnes intentions largement répandues qui ne seraient pas affectées par les circonstances. Mais voilà, nous n'en trouvons pas. Ce ne serait pas surprenant si nous trouvons de bonnes intentions largement répandues sans idée de profit en retour. Souvent les profits en retour viennent sans qu'on en ait eu l'idée. Combien de bienveillance inconditionnelle y a-t-il dans notre vie? La plupart d'entre nous évitent de faire du mal aux gens. Si l'on néglige la guerre et les autres situations extrêmes, nous évitons de tricher, de frauder, plus ou moins. Au-delà, il est probable que ces scrupules tout simples nous rapportent davantage que nous rapporteraient des calculs serrés, égoïstes, jouant avec les limites de ce que nous pourrions faire avec impunité. Peut-être développons-nous des scrupules inconditionnels en réaction à des invitations qui nous indiquent que jouer selon les règles est une bonne affaire. Et puis aussi, nous sommes amis avec des gens de toutes sortes. Nous pouvons être irrités, mais tant que les sentiments restent amicaux, ils peuvent nous animer à des efforts grands et petits dans l'intérêt des autres. La plupart du temps, il se peut que nous agissons sans idée de réciprocité. Reste que peut-être ces sentiments tentent-ils à naître dans le cas où une réciprocité se dessine à l'horizon. Des amis évoquent des sentiments et des actions de bienveillance, bien plus que des étrangers ou de simples connaissances. Ces truismes suggèrent qu'une bienveillance inconditionnelle, une bienveillance sans idée de réciprocité, pourrait être évoquée par des signes d'invitation particuliers. En fait, ces signes suggèrent que les perspectives de réciprocité sont bonnes. Même si tout ceci va dans la bonne direction, l'explication doit être moins directe que je n'en ai donné l'impression. Nous ne devrions pas imaginer un calculateur finot, inconscient, généraliste, qui évalue les avantages pour produire ensuite les sentiments les plus avantageux pour la situation d'une personne. L'image devrait plutôt être celle de mécanismes psychiques spécifiques, dont certains sont émotionnels. Chaque mécanisme réagit à des types d'investigation particuliers de façon particulière. C'est la sélection naturelle elle-même qui est le meilleur exemple de calculateur généraliste. Mais ces calculs remontent à fort longtemps et elle est aveugle aux nouveautés courantes. Elle a produit un ensemble heuristique, un ensemble de règles utiles pour se reproduire comme chasseur-cueilleur. Certaines de ces règles constituent les formes de sentiments particuliers. Pensez au serpent et à la terreur. La règle pourrait être à peu près la suivante. Si vous vous voyez en présence d'un serpent, éprouvez de la terreur. Et si vous êtes terrifié, ne bougez pas. La règle donne un signal pour le sentiment et une tendance d'action qui provient du sentiment. Bien sûr que ce que j'ai posé est une caricature, même pour les serpents et la terreur. Les règles émotionnelles sont plus complexes. Elles traitent de tendances et les tendances émotionnelles s'opposent. Elles sont profondément affectées par la culture, selon des procédures que nous ne comprenons guère. La première forme d'heuristique se situe peut-être dans le cadre du développement, et elle dit quelle configuration émotionnelle nous devons développer en fonction de certains signaux dans notre petite enfance.
Les deux grands tableaux que j'ai esquissés au chapitre 7 des syndromes par adaptation et des assignations donnent deux modèles rudimentaires de ce que pourrait être cette fonction de développement. Revenons-en à la bienveillance proprement dite. De nombreux types familiers semblent plus ou moins suivre à la trace la probabilité de profit en retour. Il se peut que les gens agissent sans idée de réciprocité, mais leurs pulsions de bienveillance peuvent être stoppées par des indications qu'il n'y a pas de réciprocité à l'horizon. La raison pour laquelle nous sommes peut-être ainsi n'est pas un grand mystère évolutionnaire. D'autres types de bienveillance ne s'ajustent pas aisément à ce modèle. Pensez à la charité, au don de sang par exemple. Quelle heuristique de la reproduction mènerait à donner son sang sans profit personnel apparent? Peut-être de tels actes paient-ils selon des moyens subtils d'un point de vue reproductif, ou bien des actes similaires ont payé il y a longtemps. Le fait d'être réputé pour notre charité tendait peut-être d'une certaine façon à avancer de manière indirecte nos chances reproductives, particulièrement si nous n'étions pas perçus comme en faisant étalage. Mais pourquoi cela? Il devrait y avoir du champ ici pour des conjectures aussi bien fondées. Nous avons des explications ethnographiques du don, et nous savons que partout où la charité est importante, il existe un art de la susciter. Il semble qu'une bonne partie de cet art consiste à transformer la charité en une activité de groupe, ou à cultiver le donneur important. Le donneur important reçoit une position d'honneur à l'intérieur du groupe qui profite de ses dons. Ces observations suggèrent que nous devrions chercher certaines des pulsions qui se trouvent derrière la charité envers des inconnus dans les manières dont des objectifs communs améliorent les possibilités de réciprocité à l'intérieur d'un groupe. Singer, 1981, parle des systèmes de dons du sang bénévole comme de réfutation en œuvre de l'affirmation que l'altruisme ne peut exister qu'entre parents de souche, dans le cadre de petits groupes, ou bien là où cela est rentable par l'encouragement qu'en reçoit l'altruisme réciproque. Alexander, 1987, offre une explication en termes de réciprocité indirecte. Le donneur de sang se montre altruiste et ainsi il est possible qu'il reçoive son paiement des membres de la société qu'il accepte dans des interactions sociales ou le traite avec déférence. Ceci soulève un certain nombre de questions. Pourquoi les autres accepteraient-ils particulièrement l'altruisme inconditionnel ou lui montreront-ils de la déférence? Dans les sports d'un gain, l'altruiste inconditionnel serait celui qui ferait pleuvoir les biens sans se soucier de savoir si les autres l'acceptent ou ont pour lui de la déférence. Le don du sang doit indiquer autre chose, mais comment? Et puis il y a des difficultés concernant les indications en général. Pourquoi ne pas indiquer l'utilité qu'il y a à m'accepter ou à avoir pour moi de la déférence, et puis m'épargner la peine de livrer la récompense attendue? Et si tout le monde en faisait autant, pourquoi quiconque prendrait-il le don du sang pour une indication qu'il est rentable de me cultiver? Que pouvons-nous donc conclure sur la bienveillance impartiale et inconditionnelle? Rawls affirme que la pulsion est faible, trop faible pour soutenir une morale qui soit socialement efficace, et trop faible pour expliquer nos jugements moraux les plus forts. Pour la plus grande partie, notre préoccupation morale a d'autres bases. Dans ce tour d'horizon rapide, je ne me prononce pas sur l'affirmation de Rawls. Il est clair que nous nous sentons parfois bienveillants, souvent sans idée de réciprocité. Pourtant, un observateur froid pourrait en conclure que nos sentiments de bienveillance surviennent quand les indications suggèrent qu'ils seront rentables, et nous agissons d'après ces sentiments quand des indications suggèrent que les actions seront rentables. La charité authentique est une difficulté. Il se peut que la charité n'ait pas de salaire apparent en termes de reproduction. Le savoir des choses qui évoquent la charité suggère qu'il y a beaucoup plus ici que la pure conscience d'une situation où l'on peut faire du bien. Bref, rien de ce que je dis ne va contre l'affirmation que toute notre préoccupation morale provient du fait de vouloir du bien à tout le monde. Nous ne voulons pas toujours du bien à tout le monde, mais il est aussi vrai que nous ne débordons pas toujours de préoccupations morales. Reste que dans les meilleurs des cas, la bienveillance impartiale et inconditionnelle s'épanouit avec les bonnes indications. Quand on l'éprouve, il se peut encore qu'elle ne mène pas à l'action, à moins que les bonnes indications ne soient présentes. Et pour une bonne part, la vie suggère que quand la bienveillance sert d'aiguillon à l'action, elle le fait avec l'aide d'autres sentiments. La réciprocité. Bon nombre de nos principaux sentiments moraux sont ouvertement réciproques. L'impression d'être traité justement, les sensations de gratitude et les envies de représailles. Rien de surprenant ici pour les darwiniens. L'impression d'être traité justement nous incite à coopérer et cela suscite la coopération des autres. La gratitude incite au type d'actions qui attireront de nouvelles faveurs. Les représailles sont dissuasives. Au total, ces sentiments sont rentables. Ou du moins, ils le sont dans le cas central, celui d'une interaction en cours entre nous-mêmes et quelqu'un d'autre. Le principe d'un prêté pour un rendu est alors une stratégie merveilleuse et des sensations réciproques incitent aux actions requises.
Axelrod, 1984, pour une exploration contradictoire des avantages du principe d'un prêté pour un rendu et des situations où il y a des chances d'apparaître. Traver, 1971, a offert l'étude fondamentale de l'évolution de la réciprocité. Axelrod et Hamilton, 1981, citent de nombreux exemples biologiques. Rawls soutient que la réciprocité est un motif puissant et la sympathie un motif faible. Il y a d'autres cas plus difficiles. La réciprocité ne peut être payante, dans le cas du dernier à agir. Alors, peut-être qu'un geste gracieux de la part de l'avant-dernier à agir ne suffira pas à l'évoquer. Dans Lutze et Raifa, 1957, le cas notoirement embarrassant de l'argument de rétroaction instantanée, pour le dilemme du prisonnier répété un nombre connu de fois. C'est là que se trouvait l'un des problèmes centraux pour Hobbes. Son idiot violera un pacte même quand les autres auront rempli leur part du contrat, et peut-être alors ne se conduira-t-il pas en idiot. 1651. Les autres seront-ils des idiots d'avoir compté sur lui? Et puis il y a aussi la réciprocité du tiers qui n'a peut-être pas de rentabilité apparente. Devant des torts et des injustices infligées à autrui, nous éprouvons bien du ressentiment, mais qu'est-ce qui explique que nous soyons bâtis ainsi? Les difficultés foisonnent dans la théorie de la réciprocité intéressée, et ces difficultés possèdent leur analogue évolutionnaire. Reste que dans le cas de deux personnes avec une interaction en cours, la fonction biologique des sentiments réciproques est bien claire. Nous autres, êtres sociaux évolués, nous devrions avoir ces sentiments en abondance, et c'est le cas. La réciprocité a besoin de termes d'échange, et se peut que les jugements ayant trait à l'équité œuvrent pour poser les termes et les stabiliser. Rawls et Gibbard, 1971 et 1982. Quand certaines choses seront perçues comme équitables et d'autres non, la colère et le sentiment de culpabilité viendront frapper des agissements perçus comme inéquitables. Nous trouvons déraisonnables de tels agissements et non pas seulement au sens où ils précèdent une chute. Rawls, 1980, distingue nettement ce sens de raisonnable comme différent de rationnel. Il parle de termes équitables de la coopération, comme de termes que l'on peut s'attendre à voir raisonnablement acceptés par chaque participant à condition que les autres les acceptent également. Nous avons horreur de nous faire rouler, et souvent bien davantage que nous l'expliquent nos pertes déclarées. En quoi consiste donc le fait de se faire rouler, et pourquoi? Qu'est-ce qui assure un traitement équitable? Les réponses à ces questions peuvent être difficiles à formuler. Parfois, il y a des symétries évidentes, des règles évidentes à appliquer, mais il peut quand même y avoir des controverses animées pour savoir quelles sont les symétries qui nous sont sympathiques et quelles règles sont naturelles. De puissants sentiments accompagnent des standards contestables. Qu'est-ce qui explique tout cela? Mon hypothèse est que les jugements ayant trait à l'équité stabilisent la négociation. Ils le font en orientant les sentiments moraux que sont la colère et l'indignation et en pesant directement sur l'action. Ces jugements se façonnent dans la discussion normative. La discussion tend vers l'accord et un accord est nécessaire si l'on veut que les jugements opèrent leur stabilisation. Dans une situation de négociation, il y a des profits à retirer de la coopération et d'une retenue mutuelle, et la distribution de ces profits pourrait s'effectuer selon tout un éventail de schémas. On avancera en douceur jusqu'à une issue si on a pu établir des attentes communes sur les termes de la coopération, de la retenue et de la distribution. Ces attentes peuvent être stabilisées par des sentiments, feelings, tant que ces sentiments collent, tant que les sentiments de chacun se fixent sur le même compromis. Voilà en quoi consiste pour un compromis d'être perçu par tous comme équitable, comme accordant son dû à chacun. Au premier rang de ces sentiments stabilisateurs figure l'irritabilité. La personne qui juge équitable un compromis se mettra en colère si les autres tiennent à augmenter leur part à ses dépens. Elle se sentira roulée. Elle voudra leur rendre l'appareil. C'est ce qui dissuade les autres d'outopasser les limites fixées par le compromis. Bien sûr, les pratiques sociales ne résultent pas toujours d'une négociation explicite. Il n'empêche qu'elles ont une structure commune avec la négociation. Les profits tirés de la coopération et de la retenue pourraient être distribués de nombreuses manières différentes. Les attentes partagées sont stabilisées par des standards d'équité partagés avec leur potentiel de colère et de représailles en cas de violation de ces standards. C'est peut-être là pour une large part la raison pour laquelle il est si tentant d'évoquer un contrat social, même dans les cas où il n'en a pas été passé. Si mon explication est correcte, il n'y a pas programmé dans notre cerveau un standard unique d'équité. Les jugements ayant trait à l'équité sont partiellement façonnés par les mécanismes compliqués de la discussion normative. Dans la discussion et dans les jugements auxquels elle donne forme, les symétries seront importantes, de même que les précédentes. Il se pourra que les intérêts d'une personne affectent le choix entre les standards possibles de ceux qu'il jugera contraignants et les jugements d'une personne influenceront ceux d'une autre. Il se peut très bien qu'à l'arrivée, on ait un large accord sur ce qui rend une chose équitable.
un large accord à l'intérieur d'un groupe. Mais s'il y a accord, ce ne sera pas parce que quelqu'un dans ce groupe était programmé d'entrée pour percevoir ces standards particuliers comme corrects. Cela ne nie pas que certains dispositifs pour juger l'équité soient innés, ou peut-être profondément enracinés en nous par une acculturation précoce. Nous nous rallions aux symétries favorisant la division égale ou la proportionnalité. Nous identifions les types qui donnent des droits et nous les protégeons. Nous nous attachons à des dispositifs d'assurance réciproque et ceux-ci réagissent à des intensités de besoin. Il se pourrait que je vous rende non pas une chose que vous avez faite pour moi réellement, ou que vous le ferez, mais une chose que vous auriez faite pour moi. Je n'affirme rien quant à la part de prédisposition innée contenue dans tout cela, ou quant à la part qui est insensible au remodelage causé par l'expérience et les débats de la maturité. Ce que je souligne, c'est l'indétermination des jugements ayant trait à l'équité. Les manières dont des groupes différents en arrivent à percevoir comme évident et juste des standards différents. Il peut très bien se faire qu'une personne prise individuellement se sente tiraillée dans des directions différentes dans ses jugements et se trouve désemparée quant à la résolution de ce conflit. Peut-être que ce n'est pas d'une déficit de prédisposition arrêtée que nous souffrons, mais d'une pléthore. Il est possible que nous nous trouvons équitables, que ce que nous trouvons équitable dépende radicalement du regard que nous portons les choses. Que nous portons sur les choses. Tversky et Kahneman parlent d'effets de cadrage, Framing Effects, 1981. Il est possible de voir la même situation de différentes manières, avec, pour ainsi dire, une gestalt différente, et il s'ensuit des jugements différents. Cela vaut pour les jugements ayant trait à l'équité. Une hausse de prix sur les pelles à neige pour cause de tempête de neige est perçue comme injuste, unfair, alors qu'un prix élevé avec solde par beau temps est perçu comme équitable, et ce même si le prix en période de forte chute de neige est le même dans les deux cas, et que le prix par beau temps est lui aussi identique dans les deux cas. Kahneman, Knetsch et Thaler, 1986. Avec une légère extrapolation. Ainsi, le jugement de l'équité s'inverse-t-il selon que la même différence de tarif est cadrée comme l'effet de solde ou comme une hausse de prix. Bref, les jugements de l'équité réagissent à de nombreuses choses, à la coutume et à la familiarité, à la symétrie, aux intérêts, aux protestations. Peut-être sommes-nous prédisposés à produire des jugements selon des schémas spéciaux, à sélectionner comme pertinentes certaines symétries. Mais les cadrages différents éveilleront différentes de ces prédispositions, et alors il se peut que les prédispositions se heurtent. Toutes ces choses influenceront le cours de la discussion normative, et la discussion normative tendra à son tour vers le consensus. Alors les normes que les gens en arrivent à accepter collectivement joueront en retour sur leur jugement de l'équité, et ce partiellement dans leur manière de cadrer les situations. L'accord naîtra pour partie du jeu des intérêts, des influences et des expériences dans une série de discussions normatives. Cet accord se coordonnera parce que, entre autres choses, chacun aura été influencé comme il convient. Hume parle de deux vertus séparées, la fidélité et la justice, 1748. La fidélité, dit-il, est le respect des promesses, et la justice, une considération pour la propriété d'autrui. Je veux m'approprier ces termes pour désigner les deux aspects décisifs de la réciprocité. Les promesses sont souvent réciproques, et j'ai souligné dans quelle proportion la vie morale familière est réciproque, quel grand nombre de motivations consistait à vouloir rendre point par point. C'est ce que nous suggère la théorie biologique. Et c'est ce que nous voyons. Chaque sentiment moral, de la gratitude à l'équité à la rancœur, nous anime d'une manière ou d'une autre, à rendre bien pour bien et mal pour mal. Nous soutenons des plans visant à l'avantage commun, chacun de nous échangeant ce soutien pour une part des profits. Disons que ce sont des motivations de fidélité. Elles œuvrent contre l'impulsion de tromper. Or, il peut sembler que tout ce qu'il faut à la réciprocité, c'est de la fidélité. Rendre le même pour le même est une chose claire, simple et directe, et l'unique obstacle à la réciprocité est une faiblesse de motivation. Les tentations qui assaillent un déficient moral l'emportent sur sa fidélité, et toute fidélité fait entièrement défaut à l'escroc professionnel. Ce qu'il faut pour la réciprocité, peut-il sembler, c'est un cœur vigoureux et honnête. Mais il y faut plus. La réciprocité a besoin de termes d'échange, d'où la place réservée à la justice. Si au sens étroit du terme, la justice est la considération pour la propriété accordant à chacun ce qui est à lui, alors une des parties essentielles de la justice consiste à déterminer ce qui appartient à chaque personne. L'échange demande des termes, et il y a souvent marasme dans ce qui pourrait constituer ces termes. La réciprocité se produit dans des situations de négociation ou dans des situations qui ont une structure similaire. Il existe plus d'un compromis possible qui serait au profit mutuel, mais certains sont plus avantageux pour une personne et certains pour une autre. D'une manière ou d'une autre, on doit choisir un seul dispositif dans tout cet ensemble. Les standards de justice en choisissent un, et ils façonnent et règlent ainsi des motivations de fidélité.
Le choix des standards acceptés par les gens est influencé par la rumination normative et la discussion normative. Le respect. Certains philosophes de la morale parient sur le respect pour autrui et pour soi, mais le respect est une notion pleine d'embûches. Supposer que la moralité est effectivement un commandement fondamental, qui est de respecter les personnes. Qu'est-ce que cela nous commande de faire, si tant est que cela nous commande d'agir? Nous disons effectivement que traiter les gens de telle ou telle manière, c'est les traiter avec respect. Et les traiter de telle ou telle autre manière, c'est faire preuve envers eux de manque de respect. Cela suggère que nous pourrions réussir à codifier le respect. Il se pourrait que nous élaborions des règles pour déterminer les types d'actions qui assurent que nous traitons les gens avec respect, et que nous prenions ces règles pour une quintessence de moralité. C'est exactement ce qu'ont essayé de faire certains philosophes. Donegan, 1977, essaye de construire la totalité de la moralité sur l'exigence du respect envers les êtres rationnels, sans que ce soit toutefois un ensemble fermé de règles. Je l'ai moi-même tenté, en partie ci-dessus. Je disais que le respect, dans un sens, consiste à ne pas contraindre les gens de telle ou telle manière qu'ils estiment légitime. Mais dans ce sens, le respect n'est en rien un commandement immuable de la moralité. Nous constatons parfois que nous serions tombés d'accord avec quelqu'un et nous ne saurions renoncer à le contraindre. Les exemples les plus saisissants en sont les fanatiques sanguinaires et les criminels endurcis. La plupart des traitements philosophiques du respect nous renvoient à une autre partie de la théorie morale pour apprendre quelle action le respect réclame. Rawls parle d'un devoir de respect mutuel, où figure le fait d'être prêt à donner des raisons avec la conviction qu'il y a des raisons bien fondées définies par une conception de la justice acceptable mutuellement. 1971. Le devoir est de donner aux autres des raisons dont nous pensons qu'ils devraient les accepter, et non des raisons qu'ils accepteront en effet. Pour décider ce que les autres devraient accepter, il nous faut mettre au point nos conceptions morales, essayer de trouver dans le respect un ensemble bien défini de conditions nécessaires imposées à l'action, qui se déduirait simplement par une contemplation de la nature du respect, semble donc peu prometteur. Kant parle du respect, Achtung, de la loi comme étant le fondement de la moralité, 1785. Il fait effort pour expliquer que le respect est un sentiment, mais un sentiment d'un type particulier. La conscience de la soumission de ma volonté à une loi sans intervention d'autres influences sur mon esprit. Tout respect pour une personne n'est que respect pour la loi, dont cette personne offre un exemple. Ailleurs, 1797, il traite le respect comme le fondement. Ailleurs, AI2LURS, 1797, traite le respect comme le fondement de tout un ensemble d'exigences morales. Et de nombreux auteurs d'aujourd'hui parlent du respect des personnes comme étant le fondement de la moralité. Frankena conclut: le principe que nous devons respecter les personnes dans ce sens dit seulement qu'il y a des façons moralement justes et injustes, bonnes et mauvaises de traiter les personnes ou d'avoir des rapports avec elles en tant que telles ou dans leur intérêt. Ce principe ne nous apprend pas dans les façons de traiter les gens ou d'avoir des rapports avec eux, lesquelles sont justes et lesquelles sont injustes, lesquelles sont bonnes, lesquelles sont mauvaises. 1986. De fait, la plus grande partie du discours sur le respect convient surtout au respect non comme trait dans des actions, mais comme sentiment, feelings. Nous parlons du respect comme d'une chose dont une action peut faire preuve, non d'une propriété qu'elle peut avoir. Nous parlons d'exprimer du respect, de faire part du respect, de manifester du respect. Nous parlons de signes et de gestes de respect.